Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Paul Dahan, psychanalyste, conservateur du Musée juif de Belgique et fondateur du Centre de la culture judéo-marocaine à Bruxelles. Monsieur Dahan, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit, conservateur du Musée juif de Belgique et vous organisez une exposition depuis 2 ans, je crois, ou inaugurée en tout cas l'année dernière, et qui s'appelle « L'autre, c'est moi ». Alors, que signifie cet intitulé ? Si vous voulez, depuis un certain temps, enfin bon, je pratique la psychanalyse depuis 35 ans, et pour moi, utiliser des objets anciens, faire des expositions en tant que telles pour montrer des objets de valeur ne m'intéressait pas. Donc j'essaye de faire parler les objets qui ont une mémoire, puisqu'ils sont des objets anciens, qui en fonction de ceux qui les regardent évoquent des souvenirs. Donc l'autre c'est moi, c'est au fond pour bien montrer que l'identité est un phénomène chez chacun d'entre nous qui est un phénomène qui est constamment en mouvement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je suis ceci ou je suis cela, ça n'a pas de sens. Puisque l'identité, mon identité, dépend du milieu, du monde dans lequel j'évolue. C'est-à-dire si demain il y a une guerre ou quelque chose qui se passe en Belgique, évidemment, mon identité, tout changera, mon être changera, etc. Donc voilà, on essaye de montrer surtout aux jeunes, c'est une exposition montée principalement pour les jeunes, pour leur faire comprendre à quel point l'identité est fragile, et les faire réfléchir sur leur propre identité. Les jeunes et en particulier le milieu scolaire, en fait. C'est ça. Donc c'est une expo assez didactique. C'est une expo didactique. Enfin bon, évidemment, on peut l'aborder de manière, on essaie de l'aborder de manière simple, mais ça peut aller vers la complexité. Parce que c'est l'identité est quelque chose de très très complexe. Alors, on reviendra sur l'exposition, mais vous avez connu un événement tout à fait tragique qui peut-être a modifié un peu votre ligne de conduite, puisqu'on rappellera aux téléspectateurs qu'il y a bientôt 6 ans, le Musée juif de Belgique a subi la première attaque perpétuée par l'organisation terroriste l'État islamique en Occident. L'attentat a fait 4 morts. Comment est-ce qu'on se relève d'une telle tragédie ? Je pense, enfin, comme tout traumatisme, il y a d'abord le choc d'essayer de comprendre, vous savez, Bruxelles, la Belgique, l'Europe, généralement les gens circulent dans l'espace, ne s'attendent pas, ne sont pas méfiants que quelque chose puisse leur arriver. Et puis, un trauma, c'est quand justement quelque chose d'inattendu se passe. Donc ce musée juif, un terroriste pénètre et abat de sang-froid des gens qui par hasard étaient là. Donc c'est évidemment un attentat antisémite, puisque le but était de tuer des juifs. Voilà. Et donc les gens travaillant dans ce musée, au départ, la réaction est révoltante et choquante. Et puis après, comme tout traumatisme, qu'est-ce qu'on fait de la violence ? Comment traite-t-on la violence ? Et la philosophie de ce musée était de réfléchir comment faire venir ou faire réfléchir des jeunes de tous les milieux, principalement, mais aussi musulmans, sur qu'un musée juif n'est pas simplement un espace consacré aux juifs. Et donc on a commencé à monter des expositions liées au judaïsme, liées à l'islam. D'où cette exposition « L'autre c'est moi ». J'ai eu la chance de la voir. En fait,
je pense que dans toutes vos expositions, vous utilisez des objets, mais vous disiez c'est pas le premier but d'avoir un maximum d'objets, il faut qu'il y ait un message en fait. Et donc vous liez ces objets à des histoires et à des identités. J'ai vu des photos, des portraits d'il y a plus d'un siècle, les us et coutumes, et en fait ce que vous faites, c'est que vous confrontez positivement juifs et musulmans. C'est ça. Le but est bien de montrer qu'au fond, la séparation qu'il y a dans les imaginaires aujourd'hui de par le monde, surtout chez les Européens, dans les populations européennes, c'est de penser que juifs et musulmans sont très très séparés, sont très différents. Et donc là, la question qui se posait, c'est qu'est-ce qui fait qu'au Maroc, c'est l'un des rares pays, d'une part, où les Juifs continuent de retourner, continuent d'aller pèleriner sur des tombes de saints, d'aller vivre, aller dans des synagogues, etc., sans être inquiétés. Pourquoi cette chimie marche au Maroc plus que dans aucun autre pays arabo-musulman? Voilà. Et donc, la réponse à cette question est que c'est surtout la diversité. Qu'au plus on est dans la diversité, à accepter la différence, au moins on a tendance à tomber dans le radicalisme. Ce qui pousse un être humain à devenir radical, c'est quand il est entouré de gens qui parlent le même discours. C'est ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie, c'est ce qui s'est passé dans l'Italie mussolinienne, etc. Quand les gens sont une seule et même voix, alors il y a radicalisation et on peut se dire à ce moment-là que les choses ne vont pas bien. Autrement dit, le monopole d'une population génère la haine. C'est ça. Par rapport au... Voilà. Et en ce sens, je pense que Bruxelles, l'une des capitales européennes les plus cosmopolites, a évidemment une antidote à cela et peut donner l'exemple, peut montrer l'exemple qui peut être regardé en miroir avec ce qu'est le Maroc aussi, dans cette diversité des populations. Alors, vous êtes juif marocain, vous êtes né à Fès, et quelque part, vous incarnez cette multiculturalité. Alors, quelles sont les valeurs que vous portez ? Écoutez, moi je suis juif marocain, effectivement, né à Fès, mais mes parents sont d'origine du Tafilalet, qui est le sud-est marocain, et sans doute que depuis des siècles, ces populations sont restées dans ces mêmes régions, sont très peu déplacées, et du fait même qu'ils soient restés là, ils ont gardé cette attache avec des populations locales. Donc, si vous voulez, moi, très naturellement, quand je suis dans le sud marocain, principalement, je me sens lié à ces populations, parce que ça fait partie de mon ADN, d'une certaine manière. Voilà. Et puis après, évidemment, je suis arrivé en Belgique, en Europe, mais ça n'a fait qu'enrichir mes pensées, ma philosophie de vie, etc., sur ce dont on parle, c'est-à-dire la diversité. L'exposition, si je ne m'abuse, est sous le patronage de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI. Ouais. Ça indique quand même l'importance qu'on lui consacre en termes de symbole, je dirais. Oui, depuis plus d'une vingtaine d'années, Sa Majesté le Roi du Maroc a patronné les expositions que j'ai faites parce qu'elles avaient un discours justement de la diversité marocaine, du vivre ensemble, du partage ensemble, et on sait très bien, on le sent, on le sait, l'histoire du Maroc est très ancienne, et ce n'est pas un discours qui est nouveau, on savait
depuis les temps les plus anciens que on s'enrichit de la différence plutôt que de se replier sur une identité locale. Et le Maroc aussi a eu ces moments de violence où les tribus musulmanes, arabo-musulmanes, berbères, étaient en combat entre elles, des combats très violents. Et donc la marocanité a été justement de pacifier tout ça sous le couvercle de justement nous sommes tous des Marocains aussi divers. Parce que voilà, je veux dire, la diversité, c'est si vous allez dans une famille, la même famille, vous allez voir que tous les membres de la famille sont eux-mêmes très divers. Il n'y a jamais deux personnes qui pensent les choses de la même manière. Parlant du respect de l'autre, est-ce que vous trouvez que ce climat de tolérance existe en Europe aujourd'hui? Je pense que voilà, c'est un bon parallèle que vous faites là, parce que on sent chez les Européens, j'explique toujours cela avec l'enfant. Si vous prenez un enfant part à l'aventure, que ce soit à quatre pattes ou debout, et essaye d'explorer le monde. Et dès qu'il est confronté à quelque chose qui l'angoisse, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez sa mère, chez ce qu'il connaît. Mais il ne doit pas rester tout le temps accroché à sa mère parce qu'il va plus rien connaître. Donc si c'est un moment, avant de repartir vers l'aventure. Donc nous, en Europe, on fait la même chose. Quand on est dans des moments d'angoisse, on pense que retourner vers ce que l'on a connu, c'est-à-dire des vrais Français, des vrais Anglais, on voit maintenant avec le Brexit, etc., de retrouver une identité qui a été... on va pouvoir éviter l'avenir ou l'inconnu. Évidemment que non. Évidemment que non. Donc le tout est de trouver le bon dosage, le bon équilibre entre aller vers l'extérieur sans trop s'y perdre, tout en gardant des origines ou une tradition, ce qu'on appelle la tradition. Monsieur Dahan, nous allons faire une petite interruption. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Monsieur Dahan, nous nous retrouvons pour notre débat. Alors, parlant du Maroc, les souverains ont toujours eu une sollicitude particulière vis-à-vis de la communauté juive, vous l'évoquiez. La visite effectuée par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Baït Adakira à Essaouira, qui est quand même un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine, est un geste fort, non? Oui, enfin, je pense que ça va dans le sens de la philosophie même du roi, c'est-à-dire de garder cette ouverture à la judaïté, mais pas qu'à la judaïté, à la diversité, cette ouverture à l'Europe, aux Européens, parce qu'il pressent que toute la richesse est là-dedans, et il se méfie évidemment d'un enfermement, qu'il soit religieux, trop national, etc. Bon, c'est-à-dire il faut protéger ses valeurs tout en étant ouvert, tout en gardant une fenêtre ouverte vers l'extérieur. Et le Maroc a toujours bien joué avec ce phénomène d'ouverture et de fermeture vis-à-vis de l'étranger, sans se laisser envahir, ce qui a été le cas d'autres pays qu'on ne va pas citer ici, qui ont été à des moments qui ont trop ouvert et se sont laissés phagocyter, envahis par l'étranger. Et donc c'est entre ouverture extrême et entre fermeture extrême, trouver le bon équilibre. Et le roi du Maroc, je pense, enfin il n'y a pas que lui, son père, son grand-père ont été dans cette ligne d'avoir un discours équilibré, et d'où les bons termes avec les pays européens principalement. Alors vous êtes le fondateur du Centre de la culture judéo-marocaine à Bruxelles. Parlez-nous un peu de la genèse de ce centre.
Mais au départ, si vous voulez, ça a été pour moi... donc j'ai quitté le Maroc quand j'avais 17 ans. Moi, je suis né en 47, donc j'ai quand même une histoire avec des traces de différents moments historiques du Maroc. Puis j'ai quitté le territoire marocain, je me suis aventuré dans l'Europe. Et puis, à un moment, j'ai eu moi-même une crise identitaire où je me suis rendu compte qu'au fond, on ne peut jamais perdre et il ne faut jamais perdre ses origines. Parce que les origines, c'est la base. Et donc, on peut être aussi bien juif que marocain, que belge. Le tout, c'est de s'enrichir de toute cette diversité. Et de ne pas devoir faire des choix l'un par rapport à l'autre. Parce qu'on est tout ça. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été influencé par le monde islamique, puisque j'ai vécu avec des amis musulmans, que je le veuille ou non, c'est en moi. La même manière avec la chrétienté, j'avais de nombreux amis catholiques qui, au travers leurs valeurs, m'ont imprégné de cela, et ça fait partie de moi. Donc aujourd'hui, ma richesse, c'est de pouvoir circuler dans l'espace, en étant dans des pays aussi bien catholiques, musulmans, et pourquoi pas même être en Israël, sans me sentir appartenir plus à l'un qu'à l'autre. Alors j'imagine que le centre a pour vocation d'expliquer plus de 2000 ans d'histoire. Vous considérez sans doute que cette histoire est méconnue. On va peut-être donner quelques éléments. La présence juive au Maroc, en fait, elle est attestée dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, notamment à Volubilis, près de Meknès, pendant la période romaine. Ensuite, la communauté s'est renforcée avec l'arrivée de dizaines de milliers de migrants juifs, atteignant, je pense, une population proche des 300 000 âmes à la fin du XIXe siècle. Alors, ça comptait quand même à cette époque-là dans ce monde musulman. Bien sûr. Si vous voulez, comme je le disais, pour moi, d'avoir quitté le Maroc, le sentiment d'avoir perdu quelque chose au niveau d'identité, donc j'ai collectionné des milliers d'objets, des milliers de documents en hébreu, en judéo-arabe, en judéo-berbère, en arabe, en judéo-espagnol, donc dans toutes les langues, qui sont l'histoire même de cette communauté juive au Maroc, qui est complètement interconnectée avec, évidemment, on ne peut pas séparer les juifs du monde musulman. Tout ça est interconnecté. Et le tout, c'est de préserver, si vous voulez, la pathologie presque juive, c'est la mémoire, ne pas oublier. Et on le voit aujourd'hui avec les questions de la Shoah, l'importance de garder la mémoire. Alors, en fait, depuis des siècles, puisqu'on parle d'histoire, il y a eu de très grandes personnalités juives qui ont été les ambassadeurs de leur communauté au Maroc. On ne va pas citer des noms, mais vous considérez, j'imagine, qu'ils ont joué un rôle majeur dans le dialogue interreligieux. Oui. Au fond, ils ont été des ambassadeurs du Maroc. C'est-à-dire que les rois, les sultans marocains envoyaient à l'étranger, soit comme émissaires, soit comme ambassadeurs, soit comme commerçants, ceux que l'on appelait Tajer al-Sultan, donc les protégés du roi, allaient surtout en pays européens pour négocier soit des échanges commerciaux, c'était le plus souvent des échanges commerciaux, tout simplement parce que ces gens parlaient les langues étrangères. Donc à Tanger au XIXe siècle, fin du XIXe, le consul de France au Maroc était un juif marocain, ainsi que celui de Belgique, ainsi que celui d'Espagne, etc., etc. Tous du Portugal,
d'Italie. Donc tous ces consuls étaient des juifs marocains, mais ne se comportaient pas en tant que juifs, mais en tant que marocains, et regardant les intérêts du Maroc. Je reviens, mais ça découle de ce que vous venez de dire aussi, sur la diversité. En fait, on le sait, au Maroc, les décisions de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, d'amender la Constitution et d'élargir le champ des libertés a permis d'éviter le printemps arabe. Mais vous dites que la diversité a aussi joué un rôle positif en 2011. Expliquez-vous. Je pense que c'est tout simplement un phénomène naturel que si on met dans un espace des bébés, des enfants de différentes couleurs, qui au départ viennent de mondes différents, et s'ils évoluent ensemble, ils vont s'enrichir mutuellement beaucoup plus que si on met dans un espace trop homogène. Donc la diversité empêche déjà la violence, empêche le conflit, parce qu'on sent naturellement qu'on est à la recherche d'autre chose plutôt que d'avoir en face de moi, en miroir, le même que moi. Le même que moi, je vais m'ennuyer. J'ai rien à échanger, j'ai pas mon... Mais la diversité, je vais m'enrichir et je vais être confronté à des problèmes qui vont intellectuellement faire de moi que ça, c'est quelque chose je dirais presque une loi universelle. Alors, toute autre chose, vous êtes aussi commissaire pour le Maroc au prochain Salon du Livre de Bruxelles, où le Royaume sera l'invité d'honneur cette année. Comment se présente la participation marocaine Écoutez, de ce côté-là, on n'a pas eu besoin de faire un grand effort pour avoir les auteurs. Tout ça s'est poussé, on a poussé au portillon, bousculé parce que tout le monde voulait y participer, et aussi bien les grandes stars de la littérature marocaine que des nouveaux écrivains moins connus. Et bon, après, il y a une sélection qui devait se faire parce qu'il nous fallait une cinquantaine d'auteurs. Voilà. Mais à mon avis, ce sera une belle réussite. Cette foire du livre qui commence, je le rappelle, le 5 mars et qui se termine le 8. Et où tous les jours, il y aura... pour tous les goûts. On va parler musique, on va parler papilles gustatives, donc nourriture, la richesse du Maroc au niveau de l'empire des sens, d'une certaine manière, parce que c'est un pays, là aussi, où la diversité dans l'écriture, donc dans les langues, il y aura de l'amazigh, donc la langue berbère, il y aura langue arabe, il y aura de la poésie, il y aura de la littérature pour enfants. Donc il y aura vraiment toute cette diversité qui montre à quel point ce pays, le terme favori pour les Marocains, c'est de dire le pays bouge. On peut dire, oui, justement, il bouge beaucoup, donc on essaye de faire qu'il bouge sans qu'il y ait un tremblement de terre, mais qui est plutôt un état d'équilibre où tout le monde bouge de la même manière, quoi. Pour terminer, j'ai envie de savoir quel est votre regard sur la production littéraire francophone au Maroc. Je pense que mon regard est déjà... quand je vois, pour revenir à la question de la diversité, tous ces auteurs marocains qui se sont enrichis en étant nés ou en ayant vécu dans des pays étrangers comme la Hollande, l'Angleterre, la France évidemment, et qui, cette richesse de leur écriture se retrouve, un prix Goncourt gagné par une Marocaine il n'y a pas si longtemps, ça montre à quel point le dynamisme et qu'on va être encore étonné de voir à quel point
de jeunes Marocains sont vraiment très très doués. Il faut leur en donner les moyens. Nous devons conclure ici, Monsieur Dahan. Je vous remercie en tout cas pour cette interview. Merci. Et chers téléspectateurs, pour ma part, je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.